On le voit autour de nous, l'économie change, les modèles de revenus changent. Aujourd'hui, grâce aux plateformes en ligne, n'importe qui peut vendre des objets qu'il n'utilise plus, trouver des personnes intéressées par un covoiturage ou proposer des services d'entraide entre voisins ou louer son appartement quelques semaines pour financer ses vacances. Tout ça, c'est de l'économie collaborative. Ce système fait aujourd'hui partie du quotidien de milliers de Français et au-delà d'un premier effet de mode, c'est devenu une vraie tendance de fond. Grâce aux plateformes de mise en relation, le système a pris de l'ampleur et permet aujourd'hui des relations de partage et d'échange de biens au-delà du cercle intime. Aujourd'hui, on fonctionne dans un cercle large. De facto, ça permet aux personnes qui le souhaitent d'arrondir leur fin de mois. Mais qui dit élargissement du cercle dit nécessairement plus de revenus. Les administrations se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup d'argent gagné par des particuliers via ces plateformes. Le problème, c'est que ces particuliers gagnaient de l'argent sans statut professionnel et sans payer d'impôts, ni de cotisations sociales. Du coup, les administrations sont intervenues afin d'encadrer tout ça. La conséquence, c'est que si tu envisages de lancer une plateforme d'économie collaborative, il y a un certain nombre de choses que tu dois savoir. Qu'est-ce qui attend tes utilisateurs ? Est-ce qu'ils vont être obligés d'avoir un statut ? Est-ce que tu ouvres ta plateforme aux professionnels ? Quelles sont tes propres obligations en tant que plateforme à l'égard de tout ça ? On va tout expliquer dans cette vidéo. La première chose à identifier quand tu projettes ton modèle économique, c'est le type d'utilisateur que tu vas cibler et les obligations auxquelles ils sont soumis. Est-ce que tu souhaites mettre en relation des particuliers avec des professionnels ou uniquement des particuliers entre eux? Et si tu ne vises que des particuliers, est-ce qu'ils ne vont pas quand même être obligés d'avoir un statut pour percevoir des revenus via ta plateforme? Ça va forcément avoir une incidence sur l'expérience utilisateur et donc sur l'acquisition de tes utilisateurs et la croissance de ta plateforme. Si des particuliers s'inscrivent sur ta plateforme pour gagner un revenu occasionnel mais apprennent après coup qu'ils ont besoin de s'enregistrer à l'URSSAF ou de payer des impôts sur ce qu'ils gagnent, ça risque d'être très déceptif pour eux. En clair, pour bien cibler tes utilisateurs et les faire venir en masse sur ta plateforme, il faut que tu saches ce qui les attend et que tu puisses les informer en amont de leurs obligations fiscales et sociales. Je commence par l'aspect fiscal. Ce qu'il faut savoir, c'est que fiscalement, tous les revenus sont imposables au premier euro, quelle que soit l'origine du revenu, le montant, et que ce revenu soit occasionnel ou accessoire. Ton utilisateur met en location un logement meublé, il doit déclarer ses revenus à l'administration fiscale. Il propose un service contre une rémunération, comme un cours de yoga par exemple. Il doit aussi déclarer ses revenus. Ton utilisateur loue un bien, par exemple sa voiture. Tu as compris, c'est la même chose. Et il doit déclarer ses revenus. L'administration fiscale a créé une série de fiches pour expliquer comment déclarer chaque type d'activité. On t'a mis le lien dans la description. Il existe deux cas particuliers où il n'y a rien à déclarer sous certaines conditions, le covoiturage et la vente de biens d'occasion. Pour le covoiturage, l'idée c'est qu'il n'y a rien à déclarer tant qu'on reste dans du partage de frais. Ton utilisateur ne devra pas déclarer les revenus qu'il gagne avec le covoiturage si 1. Il effectue des déplacements pour son propre compte, 2. Pour chaque trajet, le prix est divisé entre tous les passagers sans excéder le barème kilométrique publié par l'administration fiscale, et 3. Si ton utilisateur garde à sa charge une partie du trajet. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, cette activité n'est plus considérée comme un partage de frais et les revenus doivent donc être déclarés à l'administration fiscale. Le deuxième cas particulier, c'est la vente de biens d'occasion. Si ton utilisateur vend des biens qu'il ne souhaite pas conserver, il n'a rien à déclarer, sauf dans certains cas, par exemple, la vente de bijoux ou d'œuvres d'art qui restent soumises à déclaration. Ça, c'était pour la partie impôts. Mais en économie collaborative, tes utilisateurs peuvent aussi devoir payer des cotisations sociales. Sur ce point, l'URSSAF prévoit pour chaque type d'activité collaborative des seuils au-delà desquels un particulier doit s'immatriculer et payer des cotisations sociales sur les revenus qu'il touche. Par exemple, pour la location d'une voiture, le seuil est actuellement de 8 227 € gagnés dans l'année. Tant que l'utilisateur reste en dessous, il reste un simple particulier. S'il dépasse ce seuil, il devra s'immatriculer et verser à l'URSSAF des cotisations sociales. Attention pour les prestations de services, par exemple le cours de yoga dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de seuil. L'URSSAF considère que les cotisations sociales sont dues dès le premier euro gagné. Il y a deux cas particuliers, un peu comme tout à l'heure sur les aspects fiscaux. Le premier cas, ce sont les activités qu'on appelle de co-consommation. Le covoiturage rentre là-dedans, mais ça peut être plus large. L'URSSAF admet que ces activités ne sont pas considérées comme des activités professionnelles si deux conditions sont remplies. Première condition,
Les revenus doivent être issus de la co-consommation. Cela signifie que celui qui rend la prestation de service concernée en bénéficie également, au même titre que les personnes avec lesquelles les frais sont partagés. Deuxième condition, les revenus perçus ne doivent pas excéder le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation. Ils ne doivent couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu. Si l'une des conditions manque, on sort de la co-consommation et l'activité a un caractère professionnel. Il faut donc s'enregistrer pour cette activité. Le deuxième cas particulier est la vente de biens personnels à titre occasionnel. Par exemple, la vente d'anciens habits ou de jouets. Attention, on parle uniquement ici d'objets personnels, pas de biens qui auraient été achetés ou fabriqués spécifiquement pour les revendre. Ça, c'est une activité professionnelle et ton utilisateur devra s'affilier dès le premier euro. Mais si ton utilisateur ne fait que vendre occasionnellement ses propres biens, les revenus générés par ces ventes ne sont pas soumis à cotisation sociale et ton utilisateur n'a donc pas besoin de s'affilier pour les réaliser. En revanche, dès lors qu'il réalise des ventes de biens personnels à titre habituel, il devra s'immatriculer. L'URSSAF ne définit pas ce qu'elle entend par des ventes occasionnelles et encore moins la frontière entre occasionnel et habituel. Du coup, on ne sait pas à partir de combien de ventes ou de quel montant on bascule sur une activité professionnelle. Il faudra donc faire une analyse au cas par cas. Pour chaque activité, il y a donc des seuils ou des modalités spécifiques. L'URSSAF a réalisé des fiches sur lesquelles tu pourras retrouver tous les détails pour chaque type d'activité. On t'a mis le lien dans la description. Dernière précision, il y a parfois encore d'autres régimes et d'autres solutions pour certaines activités. Les services à la personne par exemple. On ne va pas rentrer dans le détail, mais si tu as des questions à ce sujet, je t'invite à prendre une séance de mentoring. En tout cas, tu l'as compris, ton utilisateur devra en général payer des impôts sur les revenus qu'il réalise grâce à ta plateforme et en fonction des activités concernées et des montants gagnés, il pourra être obligé de s'immatriculer et de verser des cotisations sociales. Maintenant que tu as ciblé tes utilisateurs et identifié les obligations auxquelles ils vont être soumis, tu vas pouvoir construire ta plateforme en conséquence. Je t'ai beaucoup parlé de l'obligation pour tes utilisateurs de s'immatriculer, d'avoir un statut pour verser des cotisations sociales. Alors c'est quoi ton rôle dans cette obligation? Est-ce que c'est à toi de vérifier qu'ils doivent s'immatriculer? Comment distinguer un utilisateur particulier d'un utilisateur professionnel? Tu as plusieurs possibilités. Soit tu laisses tes utilisateurs déterminer par eux-mêmes s'ils sont professionnels ou particuliers. Il faudra dans ce cas à minima les informer et les guider dans les démarches à effectuer pour s'immatriculer, par exemple en tant qu'auto-entrepreneur. Soit tu peux décider d'aller un poil plus loin avec une charte ou une politique interne dans laquelle tu vas fixer des seuils au-delà desquels tes utilisateurs devront s'immatriculer. Idéalement, il faut alors construire ta plateforme de façon à ce que tu puisses identifier quand un utilisateur passe un seuil ou qu'il est sur le point de le passer et que tu lui demandes alors de s'immatriculer. Dans cette hypothèse, on te conseille de ne pas fixer des seuils arbitraires. Par exemple, au-delà de 3 ventes ou au-delà d'un certain montant de revenus que tu aurais déterminé sans te reposer sur des critères fixés par des autorités. On te conseille plutôt de te baser sur des seuils imposés par les administrations fiscales et sociales. Quand tes workflows sont clairs sur la vérification de l'immatriculation de tes utilisateurs, tu vas pouvoir te pencher sur d'autres aspects. En fonction de ton secteur d'activité, il est possible que des questions de contrôle de qualité se posent. Dois-tu vérifier que tes utilisateurs sont en mesure de proposer les services qu'ils proposent? Es-tu dans l'obligation d'effectuer des contrôles? La réponse est assez claire. Si tu es sur de la simple mise en relation, tu n'as en principe pas l'obligation de contrôler les compétences ou la qualité des utilisateurs que tu mets en relation. Pour en savoir plus sur ce sujet, je te renvoie à la vidéo de Manon. Mais attention aux termes que tu utilises pour présenter ta plateforme. En effet, il faut être très transparent dans ton offre. Par exemple, si ta proposition de valeur met en avant le fait que tu vérifies les qualifications des utilisateurs de ta plateforme, tu vas devoir gérer ton niveau de responsabilité. Plus les contrôles que tu annonces sont poussés, plus ta responsabilité est élevée. Une bonne pratique dans cette notion de contrôle de qualification est de mettre en avant le contrôle d'éléments objectifs. Par exemple, des diplômes, mais pas forcément de la qualité des prestations en elles-mêmes. En général, tu vas aussi pouvoir mettre en place des systèmes de rating et de feedback entre utilisateurs qui permettront de réguler la plateforme sans forcément passer par un contrôle top-down classique. Tant qu'on parle de contrôle, j'en profite pour faire un petit aparté sur la location de biens immobiliers meublés. En effet, si tu opères une plateforme de location saisonnière ou touristique, tu es soumis à une réglementation spécifique qui t'impose de recueillir un certain nombre d'informations et de documents auprès de tes utilisateurs. Tu devras en outre contrôler qu'une résidence principale n'est pas louée plus de 120 jours par an par ton intermédiaire, bloquer toute transaction au-delà et en informer la commune concernée. C'est l'un des principaux domaines dans lesquels tu dois vraiment contrôler tes utilisateurs au-delà de la promesse faite sur ton site.
La construction de ta plateforme implique également l'élaboration de conditions générales adaptées. En tant que plateforme d'économie collaborative, il faudra nécessairement intégrer certaines obligations d'information et de transparence vis-à-vis de tes utilisateurs, côté offre de service comme côté client final. Dans tes conditions générales, il y a des éléments essentiels à prévoir. J'évoque les principaux, mais attention, il peut y en avoir d'autres en fonction de l'activité de la plateforme. Déjà, l'utilisateur qui utilise ta plateforme pour acquérir un bien ou un service doit tout de suite savoir par qui est proposée l'offre, si c'est par un particulier ou par un professionnel. C'est important car si ton utilisateur est un particulier, il bénéficiera de règles protectrices issues du code de la consommation lorsqu'il est face à un professionnel. De l'autre côté, si l'utilisateur qui offre le bien ou le service est un professionnel, il pourrait être soumis à des garanties plus importantes. Il est donc très important de renseigner la qualité des offreurs, particuliers ou professionnels, dans tes CGV de manière claire et accessible. Si l'offreur agit en qualité de professionnel, tu devras l'informer préalablement au dépôt de son offre des sanctions qu'il encourt s'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, puisque ce serait trompeur. Tu devras également mettre à sa disposition l'espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d'un bien ou à la fourniture d'un service prévu par le code de la consommation. Enfin, tu vas devoir rendre accessibles les informations sur les obligations fiscales et sociales de tes utilisateurs. Tu vas devoir les informer à chaque transaction qu'ils font des obligations fiscales et sociales qui leur incombent. Cette information peut se faire en mettant à leur disposition des liens vers les sites des administrations fiscales et de l'URSSAF. Ce sont les liens qu'on t'a mis en description. La bonne manière de faire ça, c'est de leur mettre ces liens non seulement dans tes conditions générales, mais aussi dans les emails que tu leur envoies pour confirmer la transaction. Bon, si tu en es là, tu as déjà bien avancé sur la conception de ta plateforme et tes workflows pour assurer une communication claire avec tes utilisateurs au fur et à mesure de leur relation avec toi. Il ne nous reste qu'un pan de ton activité à couvrir, tes obligations de déclaration régulières en tant que plateforme en fonctionnement. Un truc important à savoir, c'est que les plateformes d'économie collaborative ont des obligations de déclaration vis-à-vis de leurs utilisateurs et vis-à-vis de l'administration fiscale. Ton obligation envers tes utilisateurs passe notamment par le fait de leur adresser chaque année, en janvier, un document récapitulant le nombre total de transactions qu'ils ont réalisées sur ta plateforme au cours de l'année précédente. Et bien sûr, le montant brut touché au titre de ces transactions. Le but est de leur permettre d'effectuer leur déclaration fiscale. Mais pour faire bonne mesure, tu dois également envoyer ces informations à l'administration fiscale directement tous les ans. Attention au contenu et à la forme de cette déclaration, c'est très encadré. L'administration a des exigences spécifiques, par exemple, le format de fichier et les rubriques qu'il comporte. Si tu ne les respectes pas, ta déclaration pourrait ne pas être acceptée et dans certains cas, tu t'exposes à une amende. On t'a mis dans la description un lien vers le site de l'administration fiscale qui comporte des informations détaillées à ce sujet. Il existe 2 cas dans lesquels tu seras dispensé de déclarer les revenus de tes petits utilisateurs à l'administration fiscale. La vente de biens entre particuliers de biens d'occasion ou les prestations de co-consommation sans objectif lucratif et avec partage de frais. Dans ces 2 cas-là, pas besoin de déclarer les revenus d'un utilisateur lorsque le total annuel qu'il a perçu n'excède pas 3 000 € et qu'il a réalisé moins de 20 transactions sur l'année. Au-delà de ces 2 conditions, l'obligation de déclaration joue à nouveau. L'économie collaborative, c'est un sujet vite dense et c'est normal. Étant donné que tu fais transiter plusieurs acteurs économiques sur ta plateforme, il faut t'assurer qu'ils respectent tous les règles auxquelles ils sont soumis, en plus de respecter les tiennes. Dans cette vidéo, on a vu ensemble comment t'assurer de bien faire le suivi des obligations fiscales et sociales de tes utilisateurs. On a abordé le sujet des contrôles de statut et de qualité de prestation auprès de ton offre, pour finir avec la rédaction de CGV adaptée et les formalités récurrentes comme les déclarations fiscales annuelles. Avec tout ça, tu as déjà une base solide pour construire ton business dans l'économie collaborative en toute légalité, sans faire trop d'erreurs qui pourraient te coûter trop cher. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines et à très vite.